Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue à comprendre la notion de surentraînement en trail et dans d'autres sports, mais cette fois avec un invité de marque, Anaël Aubry. La semaine dernière, j'avais introduit le surentraînement avec une métaphore que moi j'aime beaucoup, celle d'un réservoir avec un robinet pour le vider. Si vous avez manqué l'épisode, il est disponible en ligne. Qu'on soit athlète amateur ou élite, on a tous une capacité du réservoir, soit notre capacité à tolérer une charge d'entraînement par exemple, une capacité à récupérer, soit le débit de notre robinet de vidage, et on remplit le réservoir, par exemple avec de l'entraînement, mais également avec ce qu'on vit au quotidien, personnellement et professionnellement. Dans le trail, des exemples de charges d'entraînement énormes, avec des récupérations minimes, font souvent rêver, et sont parfois utilisés comme modèles dont on essaye de copier l'entraînement dans l'espoir peut-être de s'approcher de leur performance, ou parfois, moins brillant, de leur rayonnement médiatique. Mais en faisant ça, on oublie que nous sommes tous différents dans notre capacité à tolérer la charge et à en récupérer, et que malheureusement, si on ne prend pas en compte tous ces paramètres, en se focalisant uniquement sur l'entraînement, on risque, entre autres, le surentraînement. Anaël Aubry est docteur en sciences du sport, et parmi toutes ses missions, une consiste à suivre la forme d'Olympien depuis des années. Je vous propose ici d'écouter mon échange avec lui. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 sur le surentraînement avec Anaël Aubry. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps et pendant que leur montre vous guide sur les sentiers, cet épisode vous guidera pour prévenir le surentraînement. Salut Anaël, comment ça va ? Salut Cyril, ça roule et toi ? Ça va super. Il y a un an, on avait déjà enregistré, toi et moi, avec Olivier Bollier, pour un épisode qui n'était pas exactement dans ta thématique, mais on avait quand même discuté de trucs intéressants. On s'était demandé est-ce qu'on peut s'entraîner comme Kylian Jornet. Et je pense qu'une des conclusions, c'était que ça aurait pu mener au surentraînement. Et un an plus tard, on se retrouve aujourd'hui pour parler justement de surentraînement. Alors, c'est le premier épisode de la saison 2 du podcast Courir mieux. Donc, déjà, je suis très content de commencer ça avec cet épisode avec non pas un message sur comment s'entraîner, mais un message sur peut-être comment faire attention à ne pas trop s'entraîner et une petite optique un petit peu santé pour commencer. Est-ce que, avant qu'on attaque ce podcast, même si tu commences à être un peu connu, tu peux te représenter aux auditeurs ? Être plus connu d'un public plus large que le haut niveau, on va plutôt le dire comme ça, je pense. Non, écoute, on va faire rapide parce que j'ai différentes casquettes et mon parcours m'en met dans plein d'endroits différents. Et donc pour les sujets importants pour tes auditeurs, donc j'ai commencé à l'INSEP pendant pas mal d'années, 2 Olympiades là-bas, où j'ai mené notamment ma thèse dont on va parler aujourd'hui, et où du coup j'avais une double casquette de faire de la recherche pour les entraîneurs et les athlètes olympiques sur des sujets fondamentaux pour eux. Et du coup, ce mot était assez justifié parce que du coup, l'idée, c'était de faire de la recherche fondamentale, mais pour eux. Et dans l'autre temps, l'autre partie de mon job était de les accompagner sur le terrain, en stage, en compétition, etc. Pour faciliter cet accompagnement, aller plus loin sur les sujets. Et puis, c'est pas à toi que je vais apprendre même si on peut faire beaucoup de choses en distanciel maintenant, remettre du terrain, ça permet aussi d'être parfois plus efficace sur certains sujets, créer de l'humain, etc. Et je suis parti après les Jeux de Rio dans différentes structures professionnelles. Majoritairement sport d'endurance, mais pas que. Où là, mon job principal était de les accompagner, justement. C'était plutôt sur les autres personnes sur lesquelles je m'appuyais pour la recherche, notamment certaines personnes que tu as reçues, entre autres. Et puis, je réentraîne depuis quelques années. C'était mon diplôme premier. Ça s'est fait dans l'équipe pro de vélo dans laquelle j'étais, où on a eu des besoins en entraînement liés à des entraîneurs qui n'avaient pas été conservés. Donc ça m'a remis le pied à l'entraînement. Je savais que j'y reviendrai toujours un jour parce que mon job étant d'accompagner les entraîneurs, ça me titillait toujours, mais je me forçais à rester à ma place pour être encore plus audible. Et c'est pas tant que j'entraînerai mieux qu'eux, mais évidemment, quand on est entraîneur, on a beaucoup plus la main sur une vision globale que quand on va être un conseiller scientifique où on va essayer d'y aller étape par étape pour essayer d'avancer sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as mentionné rapidement là, mais sur quoi portait ton travail doctoral ? Ouais, écoute, ça commence à dater. Je l'ai soutenu il y a près de 10 ans. D'ailleurs, c'était vraiment juste après les Jeux de Rio. On l'avait initié juste avant les Jeux de Londres, comme ça les gens arriveront à recoller les morceaux et s'ils n'ont pas les années, c'est pas bon signe sur leur culture sportive.
Ça partait d'une question de terrain, une nouvelle fois, même si du coup, l'idée de ce type de travaux qu'on menait, notamment avec Yann Lemeur et Christophe Osirs, qui étaient mes directeurs de thèse, c'est qu'il y a toujours ces deux valences. C'est qu'il fallait que la question vienne du terrain, et nous, on devait ensuite aller creuser est-ce qu'elle a été investiguée d'un point de vue scientifique. Et puis si elle l'a pas été, c'est pas grave, on ne publiera pas, parce que l'objectif premier, c'est de faire des médailles. Et la question était très simpliste. Donc, ma thèse était financée par la Fédération française de triathlon pour du coup répondre aux questions des athlètes olympiques et de leurs entraîneurs. Et la question de base était très, on pourrait presque dire cliché. On pourrait se dire ça pour du très haut niveau, mais finalement, on va pouvoir en ressortir des choses aussi pour un niveau, on va dire, amateur à confirmer qui sont tes auditeurs. Elle était, visiblement, quand on s'entraîne dur, on performe. Mais parfois, quand on s'entraîne dur de la même façon, on ne performe pas. Et quelle est la différence entre les deux? Alors que sur mes carnets d'entraînement, j'ai l'impression que j'ai fait la même chose. Alors évidemment, là, on parle d'athlètes qui sont hyper robustes à la charge. Je pense, pour ceux à qui ça parle pas, c'est les triathlètes olympiques, c'est entre 30 et 40 heures d'entraînement semaine, toutes les semaines. Ça réduit rarement, à part 2, 3, 4 fois l'année. Et encore, ça réduit sur une semaine 10 jours. Donc bon, faut se dire qu'ils font 30 à 40 heures toute l'année, avec des séances plus ou moins dures. Même s'il y a beaucoup d'endurance, il y a quand même des séances très dures dedans. Et donc, ils font ça depuis qu'ils ont une quinzaine d'années. Donc, ils sont très robustes à la charge. Et forcément, si on veut augmenter le stress pour essayer de continuer à bouger des leviers de performance, on va forcément prendre des risques à l'entraînement. C'est presque une obligation. Et donc, visiblement, à ce moment-là du triathlon olympique, cette prise de risque, parfois la pièce tombait du bon côté, parfois elle tombait du mauvais côté. Et il s'avère que d'un point de vue scientifique, c'était à l'époque, ça a bien changé depuis parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans la recherche, notamment dans le foot et le rugby, parce qu'on a compris que la recherche pouvait peut-être aider à la performance et comme il y a plus de moyens financiers que dans nos sports d'endurance, maintenant ce sont les sujets numéro 1 dans le foot, le rugby, etc. Et en l'occurrence, à l'époque, si on tapait surentraînement, charge d'entraînement, récupération, affûtage, donc il y a plein de sujets qui sont connexes à ce qu'on vient de discuter. C'était les sujets les plus documentés dans les sciences du sport, mais l'un des sujets où il y avait zéro réponse. Pour te la faire simple, il n'avait jamais été comparé une population d'athlètes entraînés qui aurait une charge d'entraînement assez soutenue. Sans doute qu'on va expliquer ensuite ce que c'est. Et un niveau de fatigue qu'on va définir ensuite, j'imagine, où, pour faire simple pour l'instant, on se sent fatigué, mais la performance n'a pas baissé. Donc, une performance qu'on peut mesurer. Donc, très simplement, souvent la plus mesurable facilement, c'est par exemple une séance de VMA sur la piste. On connaît tous nos chronos. D'une semaine à l'autre, tu sais à peu près les chronos que tu vas faire. À une seconde près, tu vas pas te tromper. Ce serait une population qui est capable de tenir ses chronos tout en étant fatiguée, parce qu'ils s'entraînent assez dur à ce moment-là. Ça, ce serait des surmenées fonctionnelles, on va en reparler après. Et puis, des fatigues aiguës, pardon. Ils sont dans une population fatigue aiguë. Et de l'autre côté, on aurait des surmenées fonctionnelles. Ce seraient les gens qui s'entraînent tout aussi dur, mais ça commence à craquer, la perf commence à baisser. Donc, les temps, si on faisait des 400 mètres, par exemple, vont être un petit peu plus élevés. Ils sentent que la fatigue commence à être vraiment pas très positive. On en parlera sans doute après. Et finalement, à ce moment-là de ma thèse, on a juste des curseurs de performance pour définir les niveaux de fatigue, mais on ne savait pas est-ce que l'un répond mieux que l'autre si derrière je récupère, si je m'en place par exemple un affûtage. Donc la question de base, elle était simplement celle-ci. Est-ce qu'il y a un niveau de fatigue à ne pas dépasser? Si oui, lequel? S'il y en a un qu'il ne faudrait pas dépasser, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces moins bonnes réponses de performance? Donc là, c'est des analyses physiologiques et psychologiques majoritairement. Alors tout n'a pas été publié, on en parlera sans doute après, mais je pourrais donner d'autres infos. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'en tant qu'entraîneur ou athlète, on peut avoir comme outil, comme marqueur, pour monitorer ce niveau de fatigue qui semblerait ne pas falloir dépasser. Parce que je suis pas forcément dans un labo à l'INSEP avec un cathéter au bout du bras où je peux prendre les catécholamines, etc. Super, c'est ça. Globalement, on est exactement dans la thématique de l'épisode. Tu as déjà commencé à utiliser 3 termes que j'ai vulgarisés dans la partie 1, mais toi, c'est toi l'expert et peut-être que tu les vulgariseras beaucoup mieux que moi, certainement d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aux auditeurs, toi, comment tu définis la fatigue, le surmenage fonctionnel, le surmenage non fonctionnel et le surentraînement du coup? C'est les 4 gros thèmes de l'épisode. Ouais. Alors, en l'occurrence, c'est pas moi qui les ai définis, hein. C'est l'équipe de Romain Méhouzen qui est le leader mondial sur la fatigue, mais la fatigue au sens large, hein, pas que nous qui nous amusons à faire du sport, entre guillemets. Parce que, en l'occurrence, c'est un sujet plus global et qui touche toute la population, hein. Même si peut-être que le sport les aiderait à être moins souvent fatigués, mais ça, c'est un autre sujet. Et comme je te l'ai dit, ce qui est assez intéressant, c'est que donc il a sorti plusieurs consensus mondiaux qui remet à jour régulièrement. Où suivant les sujets, il va chercher d'autres experts à l'international, un américain, un canadien, etc.
où il va aller sur des sujets très précis, de l'hormonal, etc., etc. Et à ce moment-là, comme je te l'ai dit, c'est un peu comme le curseur de tes vitesses sur comment dire, sur ta voiture. Excuse-moi, je suis un peu fatigué ce matin, la nuit a été courte. Et donc, on pourrait le prendre comme ça, tu vois, si tu veux. Là, c'est la limite à pas dépasser. Là, tout est OK. Donc, on a 2 premiers niveaux de fatigue qui ne nous intéressent pas aujourd'hui parce qu'on part du principe qu'on est sur des gens entraînés qui s'entraînent régulièrement, pas forcément autant que des athlètes de haut niveau, mais qui vont y aller au moins plusieurs fois par semaine. Donc, fatigue aiguë, ce serait tout simplement une accumulation de fatigue à force d'enchaîner des séances. Sur là, une charge d'entraînement qui serait quand même assez importante, par exemple, sur une préparation d'objectifs. Et comme je te le disais, à ce moment-là du consensus, et ça n'a pas forcément évolué, le curseur, c'est la performance. Si ta performance baisse, tu n'es pas dans ce groupe. Si elle n'a pas baissé, tu es dans ce groupe. Donc, au groupe fatigue aiguë, on est capable de maintenir un niveau de performance qui est logique par rapport à notre niveau d'entraînement, notre état, etc. Et ensuite, comme je te l'ai dit, on va essayer de trouver des marqueurs qui sont différents entre ce niveau et l'autre. Visiblement, si derrière tu mets en place une période de récupération, tu t'entraînes moins, pour faire simple aujourd'hui, il semblerait que ça permette de bien surcompenser. Donc, l'entraînement aurait été positif. Le niveau de surmenage fonctionnel, ce serait finalement une population qui s'entraîne pas forcément plus, mais qui, là, a dépassé son niveau de récupération, sa capacité à encaisser l'entraînement, à s'y adapter. Et ce mot-là est important parce que, finalement, ce sont des bonnes ou des moins bonnes adaptations à l'entraînement. Et encore une fois, c'est pas forcément parce que l'entraînement a été mal écrit ou quoi que ce soit, parce qu'il peut y avoir plein de marqueurs qui vont amener à cette fatigue, on en parlera sans doute après. Et là, en l'occurrence, comme je te l'ai dit, le niveau de performance baisse. Donc, on peut te mettre dans ce groupe-là. Là, visiblement, si derrière, tu mets en place quelques semaines de récupération, tu vas surcompenser. Je pense qu'on peut prendre les devants parce qu'on n'a pas besoin de faire toute ma thèse en 4 heures. Ce qu'on a pu montrer, ce qui a été confirmé dans d'autres études, dans le cadre de ma thèse et dans d'autres études à l'international par la suite, c'est que ce niveau de surmenage fonctionnel, alors qu'on s'est entraîné dur, on s'est pas forcément entraîné plus dur que les autres d'un point de vue vraiment charge externe, les séances qui sont écrites. Peut-être que même c'est des charges qu'on avait réussi à soutenir par le passé. Et on va surcompenser, mais de façon très légère et pas forcément mieux que dans ce type d'études que les groupes contrôle qui en faisaient pas plus que d'habitude, qui faisaient une charge assez soutenable facilement. Les semaines classiques, quoi. Donc, évidemment, il n'y aurait aucun intérêt à aller au-delà de ses capacités de récupération parce que tu ne surcompenserais pas mieux que le groupe contrôle qui aurait fait une charge plutôt légère, plutôt faisable facilement. Mais à l'inverse, comme on voit que le groupe fatigue aiguë a très largement surcompensé, il y a un vrai intérêt à essayer d'aller toucher des stress d'entraînement ou connexes à l'entraînement. Ça peut être de la musculation, de la chaleur, de l'hypoxie, ça peut être plein de choses. En tout cas, de trouver des nouveaux leviers pour continuer à s'adapter à l'entraînement et à progresser. Et visiblement, il ne faudrait pas dépasser cette capacité de récupération qui est à la fois propre à soi-même, donc inné, ce que la chance que tes parents t'ont légué ou pas comme ADN, ce que tu as fait quand tu étais jeune, qui finalement, de mon point de vue, avec toutes les études qu'on a sur le sujet maintenant, presque, c'est pas que c'est plus important que l'inné, parce que tu pourrais pas être un champion si t'as pas eu la bonne ADN, et pour autant, il y a énormément de choses que tu feras quand tu seras enfant auront de fortes répercussions quand tu seras adulte, notamment ta capacité à encaisser la charge d'entraînement. Et puis ensuite, tout ce qui va entourer l'entraînement. Donc, ton stress au travail, si tu es en période de bac, si tu es étudiant, si tu as une séparation amoureuse, si il y a des grosses variations de température, enfin plein de choses qui pourront faire que si tu dors mal, etc., qui pourront faire que ce stress externe, si tu tombes malade, bref, il y a plein d'exemples qu'on donnera tout à l'heure, j'imagine, que ce stress ajouté au stress d'entraînement fait que finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu t'es entraîné déjà dur. Donc visiblement, ça n'a pas d'intérêt d'aller au-delà de ce niveau de fatigue aiguë parce que tu vas prendre le mur, entre guillemets, tu vas être très fatigué. Certes, tu vas récupérer, certes, tu seras quand même plutôt performant, mais pas plus performant qu'un groupe contrôle qui n'aurait pas fait plus que d'habitude. Et par contre, beaucoup moins qu'un groupe fatigue aiguë, tu vas bien s'adapter. Donc c'est vrai qu'ensuite, il sera important, je pense, qu'on trouve tous les deux les petits marqueurs à surveiller, les petits tips à avoir en tête pour s'entraîner dur, certes, mais pas hésiter à prendre du recul sur notre entraînement, sur comment on y répond pour réadapter au quotidien s'il y a besoin. Et puis les deux niveaux de fatigue dont tu as parlé ensuite, c'est des niveaux de fatigue qui sont beaucoup plus poussés. Alors souvent, quand on parle de surentraînement, on parle plutôt du surmenage non fonctionnel. Mais j'ai envie de te dire que on pourrait dire que c'est un abus de langage, mais ce qui compte, c'est que les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Moi, si les gens disent surentraînement, qui ont juste compris c'est trop fatigué et qui vont faire ce qu'il faut pour récupérer et lever le pied, c'est le plus important.
Et pour que tu te rendes compte, quand j'étais à l'INSEP, donc avec Yann, donc il y a environ 600 athlètes de haut niveau, on a connu 8 athlètes surentraînés sur le près de 10 ans qu'on a passé de façon commune là-bas. Et là, pour le coup, le surentraînement, ça va être l'affaire de plusieurs années, voire même on reviendra jamais. Donc là, on va très loin sur des aspects médicaux. Donc honnêtement, on peut croiser ce type de fatigue, mais c'est quand même relativement rare. Je pense que si tu vas jusque-là, c'est qu'il y a à la fois, soit on n'a pas mis le frein suffisamment tôt, soit il y a souvent d'autres sujets beaucoup plus qui vont entourer l'entraînement et qui sont à voir avec l'athlète sur des sujets d'ordre médicaux, d'ordre psychologique, etc., qui vont faire que tu as été très loin dans la fatigue. Et donc, je pense que de toute façon, ces personnes qui auraient été trop loin dans la fatigue seront à réorienter vers des spécialistes plutôt d'ordre médical. Et sur le surmenage fonctionnel, finalement, c'est simplement que tu t'entraînais vraiment dur, t'as poussé pendant des semaines. Et si derrière, tu cherches à récupérer, au mieux, tu reviendras au niveau que tu avais avant de t'entraîner. Sauf que ça va te prendre des semaines pour récupérer. Donc, autant te dire qu'à l'échelle d'une saison, déjà, ton objectif sera sans doute déjà passé. Tu vas sans doute un peu être dégoûté de l'entraînement. Alors que, encore une fois, si tu avais joué avec ce curseur, si vraiment tu as continué à appuyer sur la pédale, c'est quand même pas très habile, même si, encore une fois, on est sur une culture du no pain, no gain dans nos sports d'endurance. Voilà, le côté « t'inquiète pas, ça va payer », très clairement non. Si tu vois que tu commences à aller trop loin dans la fatigue, non, ça va pas payer. C'est une question sur laquelle je suis content que tu soulèves ce point parce que en tout cas dans le trail que je connais un peu plus, je connais moins ce qui se passe dans le triathlon et dans d'autres sports d'endurance. Mais tu as ce côté no pain, no gain, no kilomètres, no gain. Tu as des comparaisons de combien de bornes sur Strava, combien de dénivelé, avec de la recherche de volume. Et je suis une des personnes qui a tendance à dire le volume pour le volume, ça sert pas à grand chose et vaut mieux s'entraîner intelligemment, vaut mieux peut-être oublier quelques kilomètres pour d'autres séances qualitatives mais qui ont peut-être moins de frein cassé. Je sais pas, une séance de renfo ou pourquoi pas une séance de récup tout court parce que comme je disais à un athlète que j'entraîne, des fois le nombre de séances il dépend pas trop de ton niveau, il dépend aussi du temps que tu peux allouer à la récup. Et je sais pas si toi c'est quelque chose que tu vis dans tous les sports d'endurance, cette culture qui a un peu là du volume énorme et qui peut pousser au surentraînement, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis. Ouais, complètement. Alors après, pour avoir fait plusieurs sports, évidemment, chaque sport a une culture un peu différente. Tu vois, quand je suis arrivé dans le vélo pro, on a beaucoup cette culture de plus que s'entraîner fort en volume, s'entraîner dur, tu vois, toujours un peu la culture du kilomètre-heure plutôt. Donc là, ça aura d'autres répercussions négatives sur la fatigue. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, cette culture de no pain no gain, tu vas la retrouver dans la majorité des sports parce que on a tous un ego, parce qu'on veut tous se comparer, parce que forcément, et c'est peut-être un raccourci, mais qui est justifié au départ, c'est que pour progresser au fil des années, il faut quand même mettre en place des choses où on va s'entraîner un petit peu plus dur que l'année d'avant. Pour faire simpliste, hein, évidemment, c'est pas aussi simple, mais c'est un peu l'idée. Donc ça part quand même d'une bonne intention, sauf que ça prend beaucoup de temps, les sports d'endurance. Alors ça prend du temps au quotidien, mais ce que je veux dire, c'est que si on reprend des athlètes de haut niveau, on pourrait se dire ouais, mais ils ont la classe dès qu'ils sont jeunes, ils sont très forts, ils gagnent déjà les crosses scolaires, etc. En s'entraînant sur des charges importantes comme celles que j'ai évoquées, et malgré qu'on en voit maintenant percer très tôt, à 20 ans, à 23 ans, très souvent, ces grosses charges d'entraînement, pour qu'ils atteignent leur très haut niveau, ça a pris une dizaine d'années. Donc, il faut quand même se dire que même ces personnes qui sont hyper robustes à la charge, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour moi, là où je te suis, c'est que il vaudra toujours mieux en faire moins que plus. Déjà, ça, c'est important, je pense. Parce que les séances, tu pourras toujours les décaler, tu pourras toujours les mettre un peu après, tu progresseras quand même. À partir du moment où tu as un doute, pour moi, il n'y a plus de doute. Donc, si tu sens que tu es un peu trop fatigué ce matin, si tu sens que la séance de qualité, tu as du mal à la passer, tu sens que ces bornes qui étaient importantes aujourd'hui, à passer 4 heures aujourd'hui, ça va vraiment être dur, fais-en la moitié. Encore une fois, dans les sports d'endurance, il y a vraiment ça qui est vraiment central à tous les sports d'endurance. C'est la chronicité et le long terme et la patience qui fera qu'un jour, tu atteindras ton plein potentiel. Donc, ça peut être un peu, frustrant, parce que du coup, peut-être que sur l'objectif qui est dans quelques semaines, tu vas être un petit peu moins fort parce que j'aurais peut-être pu passer ces 2 séances-là. Ouais, mais si tu n'as pas sauté, tu vas pouvoir continuer à enchaîner les charges d'entraînement et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tu vas atteindre un niveau que tu pensais jamais atteindre. Et là où je te suis complètement, c'est que si on a bien suivi ce que j'ai dit, et je te suis complètement, pour réussir à bien s'adapter à l'entraînement, il faut valider les séances. À partir du moment où on ne les valide pas, c'est pas tant qu'on les met à la poubelle, hein.
c'est que ça va pouvoir nous emmener dans des niveaux de fatigue, dans des stress physiologiques, que ce soit cardiaque, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur l'immunité, on en parlera sans doute après. En tout cas, il y a beaucoup de marqueurs qui vont faire que ça peut, de façon transitoire, commencer à déconner. Hein. Le mot est un peu vulgaire, mais c'est vraiment le cas. Et du coup, cette séance où tu dis « Non, mais là, j'ai pas envie de la lâcher, celle-là », si malheureusement tu t'es trompé, là, tu vas pouvoir sans doute le payer les jours qui suivent, soit de façon assez importante, hein, je dors très mal, je récupère mal, je tombe malade, donc là, forcément, ça va être très négatif, soit simplement, tu n'arrives plus à passer de façon assez positive les séances et donc à moins bien t'adapter à l'entraînement. Alors que pour le coup, si sur une séance, tu t'es trompé en te disant « Ah, je vais peut-être en mettre moins aujourd'hui », et puis finalement, non, t'aurais pu. Bon, c'est qu'une séance, ça va rien changer. Et encore une fois, c'est l'accumulation des séances dans les sports d'endurance, en tout cas, pour ceux que je maîtrise le mieux, qui font que tu atteindras ton plein potentiel à un moment donné et ne pas mettre de séance à la poubelle, surtout. Donc, là où je conclue juste là-dessus, admettons que, je sais pas, toi, tu es un athlète à qui tu avais donné 2 ou 3 séances qualitatives dans la semaine qui intégreront les séances de musculation. Bah, si cette semaine, il peut en passer qu'une parce que c'est très compliqué, ben, au moins, elle est validée. Et il va pas aller prendre le mur, si je reprends l'expression de tout à l'heure. Et au pire, tu décales un peu les choses, tu revois la planif, l'affûtage sera un peu moins long que prévu, et c'est pas grave, parce que ça va lui permettre de bien s'adapter à l'entraînement. Je te rejoins à 100%. Et pour les auditeurs, je fais un petit clin d'œil à Thomas Cardin qui fait en trail une saison extraordinaire 2024. Il a gagné toutes les courses dont il a pris le départ. Et dans l'interview que j'ai fait avec lui, il disait l'objectif il y a 6 ans, c'était d'être bon aujourd'hui. Et il dit il y a 6 ans, j'ai commencé le processus qui m'a amené ici. Mais c'était il y a 6 ans. C'était pas il y a 2 semaines. Des fois, on entend dans le trail, j'ai fait une grosse prépa ultra, je me suis entraîné 3 mois. Et là, t'entends Thomas Cardin qui dit moi, ça m'a pris 6 ans d'arriver à ce niveau-là. Donc, ça prend du temps et je pense que c'était un bel exemple pour raccrocher à ce que tu viens de dire. Alors, juste une petite question avant de rentrer dans les mécanismes qui amènent au surentraînement. Peut-être que la réponse est super simple. Est-ce que tu penses que les athlètes amateurs sont aussi exposés au risque de surentraînement que les athlètes professionnels et haut niveau? Alors, pour moi, ils le sont même plus. Ok. Parce que, encore une fois, si tu m'as suivi, pour moi, c'est pas forcément la charge qui est écrite, hein. C'est déjà la charge qu'on est capable de tolérer. Et quand je dis la charge, il n'y a pas que la charge d'entraînement. Et là, c'est une vraie problématique. Si je te reprends mes études de thèse, ça sera du concret et des choses qui sont passées, pas simplement ce que je pense. Donc nous, nos sujets, c'était des triathlètes de niveau national, on va dire ça comme ça, interrégional à national, donc des bons triathlètes, mais pas des élites, hein, et qui font déjà une 15 à 20 heures semaine, hein, donc c'est déjà des belles semaines. Mais qui tous étaient soit étudiants, soit parents, soit avaient un travail, soit les 3, soit 2 parmi tout ça. En tout cas, bref, ce que je veux te dire, c'est que nous, au départ, comme je te dis, notre seul curseur, c'était la perf. On regarde la perf, on mesure différents aspects physio et psycho, et en fonction des groupes dans lesquels tu es, est-ce qu'il y a des différences qui se créent. Donc au départ, comme on n'a que la perf, l'idée, c'est on les surcharge pendant 3 semaines. Je vais pas prendre le temps de tout expliquer aujourd'hui, hein, ça serait trop long. Vous ayez l'idée. Et derrière, on les fait récupérer pendant plusieurs semaines. Et on voit ce qui se passe sur tous ces marqueurs. Donc, sorti de la surcharge d'entraînement, tu as tes groupes. Ceux qui n'ont pas craqué, groupe fatigue aiguë. Ceux qui ont craqué, groupe surmenage fonctionnel. Et en pleine période d'affûtage, donc on avait fait pendant 4 semaines, pas pour dire qu'il faut s'affûter pendant 4 semaines, mais pour avoir une cinétique pendant l'affûtage, pour voir est-ce qu'on met plus de temps pour récupérer, par exemple, quand on est surmené fonctionnel, quand on est plus fatigué. On avait des athlètes qui faisaient une baisse de leur niveau de perf sur le test PMA qu'on réalisait. Donc nous, le premier réflexe, c'est oh là là, ils vont nous tuer nos stats. Et là, on sort des mots vulgaires, des gros mots. Et pendant que la tête prend sa douche, comme on commence à prendre du recul sur les données qui déconnent, hein, c'est vraiment le mot, hein, c'est une problématique transitoire. On se dit attends, mais là, il y a une baisse de l'AFC. Là, les catécholamines, elles ont du mal à monter. Etc. On en parlera encore une fois après. Donc, on se dit, merde, ils répondent comme des surmenés fonctionnels alors que ça fait 2 semaines qu'ils s'entraînent 2 fois moins, quoi. Et comme la plupart, le lien s'est créé, qu'on pouvait se parler en tête à tête, tu découvres que lui, son fils fait des bêtises au lycée, il est convoqué tous les jours chez le principal, il endort plus de la nuit. Ok, bon, surcharge mentale. Lui, il s'est fait larguer par sa copine, il en pleure toute la nuit, surcharge mentale. Lui, sa boîte avait des problèmes financiers, il était le numéro 2 de la boîte et son patron lui a dit c'est toi qui vas choisir les 4 qu'on vire et tu vas leur annoncer. Parce que comme c'est lui qui était sur le terrain, c'est devenu ses potes. Donc je te laisse imaginer le contexte pour lui. Enfin bref, je ne vais pas te sortir tous les exemples. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui avaient déjà été montrées dans ma thèse par Matos, qui était un chercheur à UCASport, tu sais là où vous avez monté l'INSEP pour les Jeux de Londres.
où les principaux marqueurs, enfin, en gros, leurs études étaient simples. C'était un questionnaire. Est-ce que tu es fatigué? Un petit peu, beaucoup, moyen. Donc, du coup, c'était moins fin que nous. Et ils les mettaient dans des groupes en fonction de leur ressenti de fatigue. Donc, ça vaut ce que ça vaut parce que tu pourras toujours dire est-ce qu'il a vraiment bien ressenti, etc. Mais bon, en tout cas, quand tu le fais sur 500, 600 athlètes sur 4 ans, ça écrase un petit peu ça quand même. Et en l'occurrence, ceux qui se sentaient beaucoup trop fatigués pour être performants à l'entraînement ou en compétition, ce qui avait évolué dans leur questionnaire, ça pouvait être surcharge mentale, ça pouvait être baisse de l'appétit, ça pouvait être manque de sommeil, enfin voilà, plein de marqueurs qui sont connexes à l'entraînement. L'entraînement n'avait pas forcément tant changé que ça, mais en tout cas, il était plus supportable. Et du coup, pour moi, la problématique chez des amateurs, elle est qu'il faut que tu prennes en compte tout ce qui se passe dans ta vie, et qu'il y a peut-être des périodes parfois plus propices à s'entraîner dur que d'autres. Alors qu'un athlète de haut niveau, je vais être très simpliste, c'est pas aussi simple que ça, mais grosso modo, tu as ton championnat du monde, on va prendre une compète au hasard, tu recules les semaines, tu fais ta planif, évidemment, c'est pas aussi grossier que ça, mais ça l'est quand même un petit peu. Alors que pour moi, un amateur, certes, il a son ultra, si on prend ton exemple, c'est la date, c'est le nombre de semaines qu'il a pour se préparer. Par contre, pour moi, la première chose à faire, ce serait dans le questionnement avec l'entraîneur, la première question, ce serait est-ce que tu peux me dire tout ce qui est anticipable comme fatigue, un déplacement professionnel, des examens scolaires si c'est encore jeune, etc. Et quand c'est pas anticipable, de me le dire le plus tôt possible. Le dimanche soir, je sais que la semaine prochaine, c'était pas prévu, j'ai ça. Ah tiens, ça tombe pile sur les 2 jours où je vais t'entraîner sur un gros bloc d'entraînement. Ok, on décale, on fait avant, on fait après, ça c'est toi le spécialiste. Mais en tout cas, en aucun cas, au moment où il va y avoir une surcharge extérieure. Et pour le coup, pour moi, ça demande encore plus d'échanges peut-être, plus de liens, de connaissance de l'athlète, de confiance de l'athlète versus l'entraîneur. Et du coup, l'athlète, à la fois l'entraîneur arrive à convaincre l'athlète de ça, parce qu'évidemment, ça va pas être simple dans cette culture de no pain, no gain. Et ensuite, que l'athlète accepte que parfois, il y a des périodes un peu, pas creuses, mais en tout cas plus faciles à l'entraînement, mais tout simplement pour mieux s'entraîner plus dur quand il pourra être focus sur l'entraînement. Je rajoute, j'adore ta réponse. Culture no pain, no gain, et aussi dans l'ultra spécifiquement, la croyance de je fais une course de 100 km, donc il faut que j'ai un volume énorme, comme si le volume était corrélé à la distance de la course. Alors que du coup, ça voudrait dire que les personnes qui font du semi, ils s'entraînent pas plus que 20 km par semaine. Enfin, tu vois, je trouve souvent ce trait, sous prétexte que je vais faire un ultra, je dois m'entraîner un énorme volume, alors qu'en fait, moi j'ai des athlètes qui font de l'ultra et qui s'entraînent avec 4 séances par semaine parce qu'ils ont leur job, ils ont un petit, et si j'en mets plus, ça va péter, donc ça sert à rien, quoi. Et pour le coup, je pense qu'en plus, j'allais dire, c'est à la fois dur et c'est à la fois, pour nous, ça va être sensé et dur à amener, il faut trouver des arguments. Mais j'allais dire, tu as la chance d'être dans une discipline où on va souvent retenir le kilométrage dénivelé, alors que quand on prend le temps d'étudier l'ultra-trail, on se rend compte que les facteurs mentaux ont énormément d'impact, que les facteurs nutritionnels ont énormément d'impact, que les facteurs musculaires ont énormément d'impact. Et si on prend ces 3 facteurs, déjà, c'est des facteurs qui ne demandent pas une grande charge énergétique. Ça demande juste de se poser la question de ce que je vais manger et boire et de m'y entraîner. D'être prêt mentalement à tout ce qu'il va falloir mettre en place le jour J et en amont. Et le musculaire, on s'est rendu compte que tout le travail en musculation, en renforcement, pouvait être un très bon palliatif à quelqu'un qui ne vivrait pas à la montagne ou qui a commencé l'ultra tard, etc. Ça aura des impacts énormes. Et pour le coup, tout ça, ça aura peu d'impact sur la charge énergétique, en tout cas, parce qu'il ne faut pas oublier que la musculation, si tu la fais dure, ça sera dur quand même. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, ça aura peu d'impact. Et je pense que du coup, il y a déjà une prise de recul là-dessus, à se dire, pour être fort sur un 100 km, déjà, j'ai des leviers qui ne me demandent pas forcément de faire 100 km tout le temps, ou régulièrement, ou peut-être même jamais. Et je vais pouvoir, par certains leviers, rattraper un peu mon retard sur mon niveau de perf sur 100 km, tout en limitant le risque de surmenage. 100% aligné avec ce que tu viens de dire. Tu l'as dit depuis le début, en fait, depuis le début d'en parler, la cause principale du surentraînement, etc., tout ça, c'est un excédent de stress, que le stress soit physiologique ou mental ou un mélange des deux à l'entraînement ou dans la vie quotidienne. Si je résume comme ça te va? Ça me va très bien, Et souvent, tu vois, je te dis juste ça. Moi, mon retour d'expérience, c'est que souvent, c'est la séance. Tu vois, la séance, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc souvent, ça sera la porte d'entrée. On va se dire, ah putain, cette séance, c'était trop dur, j'aurais pas dû la faire. Quand tu prends du recul, mais t'aurais pas dû la faire parce que. Et encore une fois, très souvent, ce sera la charge connexe.
qui aura un impact sur la charge d'entraînement. Mais du coup, cette charge d'entraînement, tu l'as quand même accumulée les jours d'avant. Donc, il y a quand même cette charge d'entraînement qu'il faut prendre le temps d'analyser. Vous l'avez compris, quand on parle de surentraînement, il s'agit de bien gérer ce qui se passe autour de l'entraînement, comme la récupération. Et ça, c'est un point qui me fait penser à un partenaire précieux de cette saison 2, Wise. Wise, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers, avec une promesse forte, proposer des équipements conçus pour durer. Leur engagement repose sur 2 piliers, à savoir une technicité irréprochable qui garantit des produits durables et performants, et de vrais choix éthiques et écologiques dans le but de produire moins mais mieux. En parlant de récupération, j'ai pensé à leur pantalon FKT, un produit que j'utilise personnellement pour l'effort comme pour le repos. Il est léger, confortable et durable, et il m'a accompagné pendant mon itinérance en Chartreuse de 2024, surtout le soir entre 2 étapes quand je rechargeais mes batteries pour bien repartir. Je vous invite à aller le découvrir sur le site de Wise, le lien est dans la description. Allez, revenons maintenant à cet épisode sur le surentraînement. Toi, du coup, si on passe directement à comment détecter ou prévenir, on va plutôt parler d'abord prévenir. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller ou nous dire que toi, tu utilises et tu mets en place pour essayer de faire en sorte que ce surentraînement n'arrive pas? Alors, je vais pas parler de tout, sinon ça sera beaucoup trop long. Juste vous dire que la chose qu'on a cherchée en premier était sur les aspects cardiaques. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'étude un peu princeps de ma thèse, elle a été financée par la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui s'était rendu compte qu'un certain nombre d'athlètes qui soit s'étaient dopés, soit avaient eu des conduites dopantes, ce qui n'est pas la même chose, quand c'était post-carrière qu'ils acceptaient de se livrer, j'ai dit un certain nombre, j'ai pas dit tous ou toutes, avaient eu des conduites qu'ils n'auraient pas eu en temps normal parce qu'à un moment donné, ils ont une surcharge dans leur carrière, que ce soit physique ou pas physique, mais en tout cas, la charge sportive devenait une vraie problématique pour eux. Ils ont eu des conduites qu'ils n'auraient jamais eu en temps normal et qu'ils n'arrivaient même pas à s'expliquer à eux-mêmes. Et donc, cette étude, on ne s'était pas pris la tête. On avait fait tout ce qu'on pouvait faire à l'INSEP pour faire ensuite une analyse discriminante, une analyse statistique discriminante. Donc, en gros, dans l'idée, on a fait des dizaines de tests. C'était un test VMA en course à pied. Donc, ça partait d'un truc bidon, type un RPE, dis-moi la difficulté de ton exercice, à une analyse sous caméra haute définition de ta foulée. Tu courais sur des plateformes de force, sont des choses qui sont infaisables sur le terrain, mais qui peuvent quand même t'amener de l'idée. De l'info, si tu vois que la personne court plus du tout de la même façon, ça peut être une info, par exemple. Les marqueurs les plus puissants, c'était le RPE, donc ton ressenti, c'était ta fréquence cardiaque et ta lactatémie. Donc finalement, les 3 choses qui coûtaient le moins cher dans un laboratoire. Dans le cadre de ma thèse, quand on a dû réfléchir à qu'est-ce qu'on va livrer aux entraîneurs, on s'est dit la lactatémie, on la vire. Parce que à la fois, ça a un petit coût, à la fois, on n'est pas forcément formé à ça et on n'a pas forcément le droit de faire ça. Donc, on va creuser un 3e marqueur parce que 2 marqueurs, c'est pas suffisant. Et donc, dans un premier temps, on a beaucoup creusé ce qu'on appelle cette fatigue cardiaque. Dans l'idée, quand tu es surmené, c'est d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. On parle pas de je me suis comparé en janvier versus en juin. Alors, il y a 2 choses. Tu es incapable d'atteindre tes FC max. Donc, nous, sur un test VMA, tu es sûr de toi. Tu vois qu'il y a un plateau de VO2, qu'il y a un plateau de FC, qu'ils sont à bloc, ils sont à 20 de RPE. Tu sais qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes. Et la FC max du jour est plus basse que celle de la semaine d'avant. Plus simplement, à des basses intensités. Donc, 8, 9, 10, 11, 12 suivant ton niveau. En tout cas, sous SV1, sous premier seuil. Il y a également une baisse de cette fréquence cardiaque. Donc ça, c'est des marqueurs qui sont assez simples à mesurer. Juste pour être sûr d'avoir compris, une baisse de la fréquence cardiaque dans la zone, par exemple, zone 1. L'effort. Donc, par exemple, à 10 km/h d'habitude, tu es à 120. Là, tu vas être à 112, par exemple. Ok, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit d'être à 130. Mais... Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les marqueurs de surmenage dont on va parler là, qui sont des marqueurs mesurables par l'entraîneur, sont ceux d'une amélioration du niveau aérobie au fil des mois. Et tu vas voir, je vais aller plus loin que ça sur ce qu'on a pris pour remplacer la lactatémie. Donc, dis-toi que tu as une FC qui est plus basse pour le même effort. Encore une fois, c'est presque d'une semaine à l'autre. Tu peux pas baisser de V-pulse d'une semaine à l'autre. Ou alors, tu t'es pas entraîné pendant 6 mois et c'est juste que tu as arrêté de fumer, de boire et que tu t'es mis à faire des footings pendant 2 semaines. Mais là, en l'occurrence, c'est pas notre population. Ton RPE, il est extrêmement majoré. Donc, forcément, si tu as une baisse, on va dire, de 8 pulses à 10 à l'heure, ton RPE, d'habitude, c'est 10 et que là, tu te dis 13. À un moment donné, c'est pas de la progression. Ce qu'on mesurait également, enfin, ce qu'on a trouvé, entre guillemets, c'est qu'on a été mesurer la fréquence cardiaque de récupération. Donc, en gros, tu es encore une fois à 10 à l'heure. On va dire, tu fais 20 minutes à 10 à l'heure. Pour qu'on compare des choux et des choux. Tu fais d'une semaine à l'autre 20 minutes à 10 à l'heure. Tu stoppes ton effort.
Et 1 minute après, on mesure ta fréquence cardiaque et on fait la différence des deux. Donc, on va dire 120 et 80, donc ça fait 40. Et ton athlète qui était à 112, on va le faire baisser à 62, par exemple. Donc là, si tu fais la différence des deux, il y a une énorme différence. 112 versus 62 ou 120 versus 80. Et là, encore une fois, c'est ce que te ferait ton docteur pour te délivrer ta licence, où il te dirait fais-moi 20 flexions, prends ton pouls, et si tu récupères bien, c'est que tout va bien. Là, en l'occurrence, c'est presque encore une fois d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, enfin ça l'est. Et c'est des choses que moi j'ai pu mesurer sur le terrain en faisant des tests plusieurs fois par semaine, même avec des athlètes de haut niveau, où du coup ta courbe de récup devient presque verticale. Alors il y a 3 explications assez simples à tout ça, si ça intéresse tes auditeurs. Encore une fois, j'aurai pas le temps de tout faire, mais dans l'idée, ce qu'on a pu mesurer, c'est que ton système sympathique, donc ta période d'accélérateur, est beaucoup moins sensible. Donc ça, on le voit sur une montée d'intensité, et notamment cette difficulté à atteindre FC max. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que quand tu mesures donc ce qu'on appelle les catécholamines, c'est les hormones du stress. Sur un test PMA, ça augmente de façon exponentielle. Chez un surmené, d'une semaine à l'autre, ça augmente encore, mais plus c'était censé augmenter, plus c'était bridé. Donc, d'où le fait aussi que ta lactatémie ait du mal à monter, ce qui est plutôt logique. Dans le même temps, tu as ton frein à main qui est levé, donc le système parasympathique. Et évidemment, là, on le voit le plus, c'est à 2 endroits. C'est soit à très basse intensité, parce que dans l'idée, si ça ne parle pas à tes auditeurs, tes 2 systèmes fonctionnent tout le temps. Enfin, ta période d'accélérateur et ton frein à main. Je vais faire semblant que tu as un frein à main. C'est un peu comme une filière énergique, elle fonctionne tout le temps, mais dans des proportions plus ou moins importantes. Donc là, nous qui ne faisons pas grand-chose, on a sans doute le frein à main qui est très levé, la période d'accélérateur où il ne se passe pas grand-chose. J'ai le livreur qui sonne chez moi, il faut que j'aille chercher un colis. Je vais desserrer un peu le frein à main, j'ai appuyé un petit peu sur la période d'accélérateur. Et le deuxième endroit où on le voit le plus, c'est ce frein à main, c'est quand on stoppe l'effort. Tu sais, notre FC, elle fait une courbe un petit peu logarithmique comme ça. Sur la première minute, c'est excessivement le frein à main et appel accélérateur que tu relâches qui te permet de redescendre plus vite. Et plus tu seras à basse intensité, plus c'est le frein à main qui va te permettre de descendre vite. Et ça, on a pu le voir encore plus au repos sur des mesures de HRV, de variété de la fréquence cardiaque, où là, pour le coup, on va vraiment bien voir et bien stabiliser ces mesures parasympathiques. Et donc, du coup, tu as ta période d'accélérateur qui est moins sensible, tu as ton frein à main qui, lui, par contre, est tout le temps serré et encore plus à basse intensité. Et pour aller encore plus loin, ça, c'est des données qu'on n'a pas publiées parce qu'on a quitté la recherche avec Yann pour d'autres projets ensuite, mais je peux en parler sans problème. On se dit, si on veut boucler la boucle, il faut qu'on aille mesurer ce qui se passe vraiment sur les récepteurs du cœur. Parce qu'on pourra toujours nous dire, ouais, mais c'est logique qu'ils soient plus bas. Si les deux déconnent, oui, c'est logique. Mais qu'est-ce qui se passe sur les récepteurs? Et en l'occurrence, donc on a été à la pièce salpêtrière avec des grands cardiologues qui sont les plus grands scientifiques que nous, qui jouent juste avec des sportifs, enfin des vrais scientifiques. Et en fait, on a fait des tests d'effort couchés sur un lit de cardiologue, sur une table de cardiologue. Donc en fait, on leur a injecté de la dobutamine et de l'atropine par palier. Donc l'idée, c'est que tu chantes ces 2 systèmes nerveux parce que tu lui demandes de rester couché et de ne rien faire. Plus tu injectes le premier médicament, plus tu es censé appuyer sur le pédale d'accélérateur. Plus tu injectes le deuxième médicament, plus tu es censé desserrer le frein à main. De façon intéressante par rapport à ton public, il y a quelque chose à dire sur la basse intensité dont on avait déjà parlé tous les deux. Eux qui ne voient que des malades cardiaques, quand on injectait le premier médicament qui était censé appuyer sur le pédale d'accélérateur, leur cœur battait beaucoup plus fort. Ils avaient l'impression qu'il allait sortir de la poitrine, mais il ne battait pas plus vite. Parce que leur parasympathique retenait la fréquence, le muscle cardiaque, pour faire simple. Et à partir du moment où on envoyait le deuxième médicament qui desserrait le frein à main, là, paf, ça montait. Et de façon très intéressante, quand on les testait avant surcharge d'entraînement avec surmenage et après surcharge d'entraînement avec surmenage, ils étaient plus bas qu'en temps normal. Donc, c'est-à-dire que même tes récepteurs déconnent. Donc, ça s'appelle les récepteurs bêta-adrénergiques, qui sont beaucoup moins sensibles aux messages hormonaux que tu leur envoies. Et là, de façon très intéressante pour ton public, ça a été fait il y a une 50aine d'années. Ça date, chez des ultra-trailers et des Ironman women. Où à l'époque, on s'est rendu compte, alors peut-être que les populations étaient un peu moins entraînées, mais en tout cas, c'est intéressant à voir, que sur des efforts de plusieurs jours, de nombreuses heures à intensité moyenne, si on prenait de l'Ironman, alors qu'ils étaient parfois capables de maintenir l'intensité externe, une vitesse par exemple, on voyait une baisse de l'AFC dans les dernières heures, qui était expliquée par une fatigue cardiaque et donc ces récepteurs qui devenaient beaucoup moins sensibles à ce que tu leur envoyais.
Donc, c'était assez intéressant de voir que de notre côté, alors qu'on les a fatigués de façon chronique, pas sur quelque chose qui est fatigant pendant plusieurs jours, plusieurs heures, il y avait les mêmes réponses. Et donc, pour le coup, tu vois bien que le cardio, il déconne vraiment. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, pour en revenir à la chemin public, c'est déjà, si tu as toujours un cardio sur toi, ça reste le moyen le plus fiable de mesurer ton niveau de fatigue, voire de suivre l'évolution de ton niveau aérobie. Donc, au quotidien, ça va même te servir, toi, en tant qu'athlète ou entraîneur de trail. Simplement que si tu veux pouvoir le mesurer, il faut pouvoir comparer à la même chose. Donc, ça peut être, par exemple, 1 ou 2 fois dans la semaine, faire le même échauffement, par exemple. Le même tour, à peu près la même vitesse. Tu t'arrêtes un petit coup, tu vois ce qui se passe. Et tu le mets en relation avec un ressenti. Ça, à ma connaissance, et pour le coup, ça a été plus ou moins refait dans d'autres études par la suite, plus ou moins de la même façon, mais ça donne plus ou moins la même réponse. Ça reste, en 2024, le moyen le plus fiable et le plus objectif, surtout, de savoir si tu as dépassé ou pas ta limite. Mais je vais tout de suite mettre et je pense que ça arrivera sur les questions que tu vas me poser ensuite, tout de suite prendre du recul là-dessus, parce que si je devais aller sur tout ce qu'on a pu mesurer, donc le sommeil déconne, on en parlera peut-être, l'appétit déconne, la libido déconne, tes états émotionnels déconnent, ton immunité déconne. Enfin voilà, tous ces marqueurs-là, si tu as un peu d'empathie envers ton athlète et ou que l'athlète commence à prendre du recul sur sa pratique, de mon point de vue, les réponses, il les a en face des yeux. Soit ça pourrait être, il a été trop loin dans la fatigue, il commençait à avoir un doute et il voit que sur ces marqueurs qui sont peut-être plus subjectifs qu'objectifs, il y a des choses qui commencent à ne plus trop aller. Ok, j'ai un doute, je lève le pied. À l'inverse, si il n'a pas forcément été loin dans la fatigue, mais que l'un de ces marqueurs ne va pas bien, ça va pouvoir entraîner du surménage. Si tu tombes malade, entraîne-toi moins dur. Si ça fait plusieurs nuits que tu dors mal, entraîne-toi moins dur. Si tu manges moins bien en ce moment, entraîne-toi moins dur. Enfin voilà, finalement, les réponses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les deux vont amener du surménage ou vont t'enfermer encore plus dans du surménage. Donc, en tous les cas, prendre la hauteur. Il y a un truc que tu dis, moi je suis très content de t'entendre le dire, c'est par exemple, si je suis fatigué, entraîne-toi moins dur. Si j'ai moins bien dormi, entraîne-toi moins dur. Et la réponse souvent que j'entends d'athlètes même que j'entraîne, et pourtant les athlètes que j'entraîne, ils savent que je passe mon temps à leur dire vaut mieux une séance de moins qu'une séance de trop. Souvent j'entends ça va passer en fait. Alors que non, la première réaction c'est pas ça va passer. La première réaction c'est je m'entraîne moins dur. Et après on voit si ça passe. Mais la première réaction c'est pas bon, tant pis pour aujourd'hui, ça va passer. C'est non, je lève le pied. Et pour le coup, je veux juste te dire quelque chose là-dessus. C'est quelque chose que j'amène souvent maintenant sur mes cours avec mes athlètes. Et je me rends compte qu'en France, je dis bien en France parce que, entre guillemets, j'ai la chance dans mon métier de voir d'autres pays. Ça veut pas dire que tout est mieux dans les autres pays. C'est juste que il y a des choses que tu trouves intéressantes, tu as envie de prendre, et inversement, il y a des choses qu'ils adorent chez nous. En tout cas, on a une culture de la séance. Cette séance, elle est hyper importante à te faire passer un cap. On a beaucoup moins cette culture. Tu vois, par exemple, cette année, je travaille avec un athlète qui est en université américaine. Ils ont vachement la culture de la consistance de l'entraînement. Et donc, la consistance de l'entraînement, c'est on additionne les blocs d'entraînement, on voit ce qui se passe à la fin de l'année. Et du coup, ça les oblige, tu vois, beaucoup à pas aller tout le temps au-delà de ce qu'ils sont capables de faire sur certaines séances, soit parce qu'ils seraient trop fatigués et ça, ils le mesurent relativement bien, soit parce que c'est trop tôt. Mais du coup, à l'échelle d'une année, si t'es consistant toute l'année, tu vois, pour aller à l'inverse de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je vais te prendre une anecdote concrète que je sors tout le temps parce que ça m'a vraiment marqué. Et pour moi, ça a été pas comme une validation de ma thèse, mais un peu comme un acquis de compétences post-thèse. Comme tu sais, j'ai suivi les équipes de France de Lead pendant pas mal d'années, dont l'entraîneur le plus connu est Philippe Lucas. Une fois que je dis ça, tout le monde a compris ce qui va se passer à l'entraînement. Mais les autres entraîneurs sont du même profil. Donc, en tout cas, ils ont une culture de l'entraînement qui est dure. Et on avait monté un projet sur 2 Olympiades où on s'entraînait beaucoup en Sierra Nevada à 2300 mètres d'altitude. Donc, tu rajoutes un fort stress. Mon job premier, sur le premier stage où j'ai été avec eux pour les accompagner, le manager de l'équipe qui s'appelle Stéphane Lecan m'avait dit: ton job, Anaël, c'est de faire en sorte qu'il saute pas. Philippe, il a sa planif. Il va tenir coûte que coûte. Le jour où ça s'allume, par contre, tu m'appelles pour que je t'aide, évidemment, parce que j'étais tout petit, tout jeune. Mais là, il va falloir qu'on arrive avec des arguments. Donc, même s'ils veulent pas faire les choses, même s'ils trouvent le moyen d'avoir des infos, et le jour où ça s'allume, on y va. Et donc ça, forcément, ça a pris quelques années pour que, à terme, on arrive à ce que je t'ai dit, c'est que par exemple, 3 fois par semaine, ils commençaient toujours leur évidemment, dans une piscine, c'est plus facile. Ils commençaient toujours leur échauffement par la même chose. Et moi, j'avais d'autres marqueurs que je mesurais la nuit, le matin, etc. Bref,
J'avais toute ma petite machine de scientifique. Tout ça pour arriver à la conclusion que sur la prépa des mondiaux de 2017, où en l'occurrence, on avait vraiment écrasé la compétition. On fait 7 médailles, dont 4 en or avec 6 nageurs. Je te fais pas un dessin. Donc, on finit meilleure nation à l'époque. C'est le stage où moi qui mesurais sur mon petit fichier Excel les volumes, les kilométrages, les intensités plus ou moins mesurées, etc. Parce que dans l'eau, c'est pas toujours simple. Enfin bref, c'est le stage où on s'entraînait le plus dur. Et pourtant, c'est le stage où on a le plus adapté l'entraînement. Sauf que là, en Sierra Nevada, quand le warning s'allume, t'as qu'une chance, quoi. Parce que derrière, c'est soit tu tombes malade et tu vas redescendre, etc., etc. Et les stages précédents, c'est arrivé régulièrement qu'on ait 1, 2, 3 athlètes où dans le doute et aussi dans, t'as une certaine pression, hein, t'es proche des mondiaux, proche des JO. C'est dur de te dire, je vais pas faire cette séance parce que tu vas toujours dire, mais mon adversaire va peut-être la faire. En plus, tu vois, meilleure nation mondiale, même le Français qui nage à côté de toi, il pourrait être champion, donc, ou la Française. Et donc, régulièrement, c'est arrivé quand même qu'on ait des athlètes où, dans le doute, on y va. Puis, 1 fois, 2 fois, paf, ça tombe malade, paf, ça se blesse, etc. Et derrière, aussi proche des mondiaux, tu le payes. Et donc, c'est le stage où on a le plus adapté l'entraînement. Mais adapté, c'était j'ai un doute. Ça allait soit être de l'aérobie, soit être du travail technique, soit un petit travail en salle, soit un repos parfois, ça arrive aussi, ce qui est assez rare chez eux. Mais finalement, c'était l'affaire de 24 heures, maximum 48 heures, et du coup, à l'échelle d'une prépa, ça se voit pas. En plus de ça, parce que quand tu t'entraînes régulièrement, t'es habitué à récupérer et lever le pied, ça va très rapidement, en fait, à remettre le pied à l'étrier rapidement. Une séance de moins pour quelqu'un qui s'entraîne très souvent, enfin, tu vois des effets directement sur la récup. Amel, il y a tellement de questions que j'aimerais te poser, mais on a un temps imparti et je vais devoir forcément, et je vais quand même en garder 1 ou 2 pour les abonnés Patreon. Je voudrais t'en poser une dernière parce que toute la littérature, tous les papiers que j'ai lus pour vulgariser, faire la partie 1, il le mentionnait au tout début des papiers. Il disait que, un peu comme le REDS, sur lequel j'ai fait un épisode il y a quelques temps, il disait le problème, c'est le diagnostic. Poser un diagnostic de surmenage fonctionnel ou de surentraînement, c'est un vrai challenge et c'est en plus un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'il faut écarter 50 pistes avant de dire il reste quasiment que celle-là probable. Il y a des outils qui sont apparus ces dernières années, comme le score Eros. Alors c'est pas publié dans un super journal, mais ça a au moins le mérite d'avoir été publié et il y a eu un travail derrière. Est-ce que toi, c'est des choses que tu utilises? Est-ce que toi, tu as des choses que tu vas utiliser en disant qui peuvent être autres, en disant j'ai fait tout mon possible pour prévenir. Là, j'ai un gros doute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se dire, là, il y a vraiment un problème et, tu vois, pour diagnostiquer? Moi, je pense quand même que si on parle de sportifs entraînés qui ont une relation assez efficace avec leur entraîneur ou avec eux-mêmes, s'ils s'entraînent eux-mêmes, et qu'en tout cas, ils ont la capacité à prendre de la hauteur sur ce qu'ils font, que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, encore une fois. Et que, comme je te l'ai dit, encore une fois, on a réduit les marqueurs. Mais les marqueurs, encore une fois, c'est des marqueurs de santé ou de performance, j'ai envie de dire. Quand tu vois que les choses évoluent négativement, pas dans le bon sens, c'est pas positif. Alors, est-ce que c'est ton entraînement, c'est ce que tu fais à côté? Ça, il n'y a que toi qui le sais ou pas. En tout cas, dans le doute, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de doute. Et là où tu as raison, c'est que ce soit Eros ou d'autres choses, ce que je retiens, c'est que ce soit mesuré ou pas. Parce qu'encore une fois, pour moi, on n'est pas forcément obligé de mesurer. Tu vois, un triathlète de l'équipe de France que j'entraîne cette année, que j'ai presque tous les jours au téléphone, et je mesure plus grand-chose, à vrai dire. Parce qu'en plus, je l'ai vachement rendu autonome parce qu'on se voit 1 fois par mois. On se voit quelques jours par mois sur un laps de temps. Et donc, je me suis obligé à le rendre autonome. C'était dur, parce qu'il est très exigeant envers lui-même, donc il va aussi se mentir un peu à lui-même parce qu'il est exigeant envers lui-même. Mais donc, encore une fois, est-ce que c'est de l'AFC? Est-ce que c'est de la perf? Est-ce que c'est du sommeil? Est-ce que, etc. Ce qui est important, c'est de voir quels marqueurs peuvent poser problème quand on est trop fatigué. Quels sont ceux auxquels je suis sensible? Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Si toi, tu as un public qui va te dire, à l'inverse, sur le sommeil, de toute façon, il ne te dira jamais quand le sommeil n'est pas récupérateur, on oublie peut-être le sommeil. Si tu as une population qui a la capacité à te dire le matin, je sens que j'ai récupéré ou je sens que là, je récupère pas du tout, marqueur intéressant. Donc, malgré tout, quand j'ai eu des rôles d'accompagnateur scientifique, évidemment, plus tu peux noter les choses. Si tu es avec des populations qui sont pas trop sensibles à ça, ou alors que tu veux les rendre sensibles à ça, l'avantage, c'est que tu as des éléments de discussion.
Moi, quelqu'un qui va me dire non, mais Anaël, franchement, ça peut le faire. Et que tu lui montres, pendant 2 mois, ces marqueurs-là, ils ont évolué comme ça, donc plutôt positivement. Là, sur les 4 marqueurs, il y en a 3 qui déconnent. Écoute, on va prendre le temps de se poser parce que tu vois bien que ça fait 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, j'en sais rien, que ces marqueurs vont vraiment pas dans le bon sens. Donc pour moi, la data, et c'est comme ça que on m'interroge plus en plus sur la data, parce que c'est un peu le sujet à la mode. Pour moi, la data, c'est avant tout un élément de discussion, un élément de réflexion. Mais la majorité du temps, en tout cas quand c'est sur du suivi de la charge, la majorité du temps, tu as la réponse en face des yeux. Et donc, Eros, du coup, j'ai été regarder parce que tu vois, je me regarde plus tant que ça sur ces sujets-là parce qu'il n'y a pas tant de grandes nouveautés que ça. Et pour moi, les infos importantes, on les a si on les creuse un peu. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est comme ce qu'on peut voir, par exemple, sur justement, on parlait du club de foot tout à l'heure. Hein, ils sont assez leaders là-dedans. Ils ont pris le dessus sur les sports d'endurance, je trouve. Et que tu sais, ils remplissent toujours leur petit wellness tous les matins, etc. Et comme ils sont très staffés, ils sont maintenant très réactifs. Et on pourrait dire, ouais, mais un footeux, franchement, fatigué. Ouais, mais quand tu joues tous les 3 jours, que tu vas aux 4 coins de l'Europe, etc., la fatigue, t'en as. Hein. Et ça se saurait si tu avais un gros foncier pour encaisser cette fatigue. Et donc, derrière, ils vont avoir comment dire, si des marqueurs s'allument, il y aura beaucoup de staff pour aller surveiller les choses, tester les choses, etc., etc. Donc, ils sont devenus assez leaders là-dedans. Donc, pour moi, Eros, c'est ni plus ni moins ça. C'est qu'ils ont fait un choix de marqueurs au travers d'un questionnaire sur des questions plus ou moins validées scientifiquement. Enfin, d'ailleurs, plutôt validées scientifiquement. Et si un certain nombre de marqueurs vont pas dans le bon sens ou s'accumulent, ça sous-entendrait un surmenage. Alors après, tu auras toujours quelqu'un qui pourra dire oui, mais peut-être que il comprend pas trop les questions, mais peut-être que si, peut-être que cela. Au pire, ça amène un élément de discussion. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est super clair comme réponse. Je vais quand même garder 2-3 questions pour les abonnés Patreon. On va avoir une petite dizaine de minutes maximum, toi et moi, d'échange là-dessus. Mais je te propose qu'on conclue cette première partie-là, parce que tu nous as déjà apporté énormément. On n'aura pas pu aborder tout ce que j'aurais aimé avec toi, mais ce sera l'occasion d'en reparler une prochaine fois, peut-être dans un an. Trop parler. Non, c'est parfait. Est-ce que tu peux juste dire pour les auditeurs tout public où est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais si on veut un peu avoir des infos? Ouais, sur les réseaux sociaux classiques, hein, de toute façon, vous tapez mon nom, mon prénom, dans un sens ou dans l'autre, vous me trouverez, je pense. Je suis évidemment, j'y suis moins impliqué que toi parce que pas assez de temps. C'est plutôt ça. Par contre, tout ce que je mets dessus est vraiment d'ordre professionnel. Donc, voilà, si c'est des sujets, alors je parle de bien d'autres sujets comme tu le sais. En tout cas, si vous voulez la vulgarisation scientifique, des infos de terrain, etc., j'essaye autant que possible de mettre des choses. La plupart du temps, c'est grâce à des gens comme toi aussi que je mets des choses parce que ça m'oblige à prendre 1 heure et derrière, tu vas communiquer en mon nom. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes curieux, passionné et que les questions sont bien posées, je réponds en principe à tous les messages privés parce que j'ai assez cette culture de la pédagogie, de la vulgarisation, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Donc, n'hésitez pas, pour le coup. Et puis, si au pire, je suis pas réactif ou je réponds pas, Cyril lancer quelque chose, il faut juste me relancer et je le prendrai pas mal du tout, au contraire. Voilà. Super. Écoute, je mets tous les liens en description. Anaël, merci beaucoup pour son temps. On continue un petit peu, mais pour tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci beaucoup. Et merci à toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le surentraînement avec Anaël Aubry. Je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition, qui soutient également la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la littérature scientifique. C'est pour ça que je les apprécie et que je les utilise. Cette semaine, je vous invite à jeter un œil aux For Energy Gel que j'utilise surtout à l'entraînement et qui ont l'avantage de pouvoir être consommés sans eau en plus puisqu'ils en contiennent déjà. Le lien vers ce gel est en description. Je remercie également les autres partenaires de la saison 2 du podcast Courir Mieux qui rendent les épisodes possibles, à savoir Gollum, Sunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres contenus que je propose, par exemple me rejoindre sur l'Instagram de Courir Mieux, faire un tour sur le site de Courir Mieux où vous retrouverez différents articles et plein de références scientifiques, par exemple sur le surentraînement, qui pourront vous être utiles. Et je vous invite aussi à découvrir les autres formats que je propose, comme par exemple les tests matériels ou les Courir Mieux rencontres. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.